Bienvenue à ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignent pour nos 2 tables rondes de cet après-midi. Bienvenue. Je vais laisser tout de suite la parole à Denis Valgenwitz et à nos 4 intervenants pour notre première table ronde de cet après-midi, de la vignette aux écrans, quelle passerelle entre BD et cinéma. Et Denis, je vous donne tout de suite la parole pour introduire les intervenants. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci d'être venu aussi nous écouter parler pendant 1 heure. Alors effectivement, de la vignette aux écrans, c'est une bonne rédaction, une bonne thématique. Après, voilà, avec mes camarades ici réunis, on a un petit peu préparé les choses et on s'est rendu compte que c'était un peu un cadeau empoisonné parce que le terrain est vaste. Pas très bien borné, en fait, ça recoupe beaucoup de thématiques qui parfois sont même éloignées entre la sphère de la création et la sphère juridique. Alors on va essayer de rendre tout ça, on va essayer de synthétiser un peu les choses et d'être un peu panoramique en essayant de rien oublier. Moi j'ai le sentiment, alors je pense qu'il y a déjà eu des rencontres ou déjà eu des échanges ou des travaux sur ces questions-là, mais en tout cas dans le cadre de cette invitation avec BD Boom, avec le partenariat de Cyclic, ça nous permet, je pense, au moins au niveau régional de poser les choses et j'espère dessiner des perspectives pour des travaux futurs. Voilà, j'ai adopté une stratégie assez feignante mais efficace. Je vais demander aux différents intervenants de se présenter, chacun leur tour. Et je parle d'efficacité parce que parfois ils ont des CV un petit peu éclectiques, ça leur permettra de choisir et de voir comment ils se présentent au mieux. Peut-être Brigitte, tu peux commencer, prendre un micro et te présenter. Micro et c'est allumé déjà, c'est magique. Merci la technique. Donc Brigitte Luciani, je suis scénariste de bande dessinée et ici à cette table ronde, je suis notamment présente parce qu'il y a une série qui s'appelle Monsieur Blaireau et Madame Renard, série qui a maintenant 12 albums en tout. Il y a des spin-offs, il y a des petits albums thématiques. Et le nouveau tome va sortir l'année prochaine, en mars. Et cette série-là, elle est adaptée en série animée par France TV. Ça s'appelle La famille Blaireau-Renard. Et c'est tout à fait notre univers. Et ma dessinatrice et moi, on se mêlait beaucoup pour l'adaptation. Bonjour, moi je suis Nadia Gibert, je suis éditrice aux éditions Rue de Sèvres, plus particulièrement sur la partie plutôt adulte du catalogue. Nous sommes 2 éditrices, enfin 3 maintenant, parce que nous avons une nouvelle recrue qui est arrivée au début octobre, et il y a une autre éditrice qui s'occupe plutôt de la jeunesse. Donc du coup, on se partage un petit peu avec une production assez raisonnée, puisqu'on fait 35-40 albums par an maximum. Voilà. Donc, et puis effectivement, on pourra parler aussi des adaptations qu'on a pu mener à bien dans le cadre de notre activité. Frédéric a un micro. Ouais. Oui. Ça marche? Oui. Donc moi je suis Frédéric Lavave, je suis le fondateur des éditions Sarbacane. Chez Sarbacane, alors excuse-moi pour mon rhume, hein. J'ai pas le Covid, mais je suis très enrhumé, donc il se peut que je sois pas très audible parfois. On m'en excuserait. Donc j'ai créé l'édition Sarbacane il y a une 20aine d'années, puisqu'on fêtera l'année prochaine les 20 ans de la maison. Nous publions une centaine de livres par an sur 3 catalogues, hein, l'album jeunesse, la bande dessinée et le roman. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 3 secteurs-là, aujourd'hui, on fait des ventes de droits sur l'audiovisuel, sur des choses très différentes, évidemment, entre un roman et une série pour les plus jeunes. Voilà. Oui. Moi, c'est donc Nidia Santiago, je suis productrice chez Ikifilm, que j'ai créée il y a 11 ans maintenant. Donc, notre société, donc, on produit depuis le début de l'animation pour plutôt adolescents adultes et on a commencé à produire aussi et coproduire des films pour le cinéma long métrage depuis 2018 où on a sorti notre premier film qui s'appelle Virus Tropical, qui était une adaptation d'un roman graphique d'une colombienne qui s'appelle Power Paola, et c'était une coproduction donc avec la Colombie aussi. On va essayer de prendre les choses un peu par le commencement. Je vais me tourner vers Brigitte.
quand on parle d'adaptation, une des questions dont on a débattu au départ, et qui est multiple aussi, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait ? Pourquoi il faut adapter, par exemple ? Pourquoi on ne peut pas littéralement copier ou faire une translation comme ça, plate, de ce qui a été écrit et dessiné vers le cinéma ou vers les séries, quand c'est des séries, vers les productions audiovisuelles. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience là-dessus et qu'est-ce que ça a représenté pour vous en tout cas d'être dans un domaine et de faire le pas vers l'autre et jusqu'à quel point vous avez été ? Alors, quand on parlait donc d'une série télévision, on parlait de 52 épisodes, et donc vous voyez tout de suite déjà qu'il faut donc 52 histoires. Donc c'est pas du tout, on peut pas prendre un album et en faire une histoire à la télé. Déjà, ça fonctionnera pas parce que le mode de narration est autre. Il faut vraiment revoir toute la technique de comment on narre l'aventure et les valeurs qui sont derrière. Donc déjà, je dirais pour le concept de narration, il faut changer. Après, surtout, il faut penser que peut-être après une saison 2, il y en a d'autres. Donc en fait, il faut ouvrir un champ où on dit tiens, je vais offrir cet univers de Monsieur Blaireau, Madame Renard, mais vraiment comme moi j'ai écrit aussi, c'est-à-dire il y a un potentiel d'histoire possible et on va ouvrir le terrain de jeu aussi grande possible pour qu'il y a aussi d'autres scénaristes qui vont rentrer. Parce que dès le début, c'était clair quand il y a tant d'histoires à écrire, ça peut pas être moi, même si j'aurais bien voulu. Ce qu'il faut dire, le moment où il y a cette offre, quelqu'un veut adapter, les auteurs, ils sont entre joie et un petit peu de crainte quand même, parce que c'est notre bébé, et si quelqu'un d'autre s'en empare, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Parce que dans la BD, on est bien tranquille, parce que nous sommes, moi scénariste, Yves Darley, ma dessinatrice, et l'éditeur, qui est un partenaire bienveillant et qui est très précieux. Mais nous sommes 3 créatifs donc là-dessus. Quand vous passez le cap et vous dites on travaille pour une série télé, en fait il y a énormément de monde qui rentre là. On a la directrice d'écriture, on a 15 scénaristes qui vont se lancer là-dedans. Nous avons les studios, 2 studios qui travaillent là-dessus. Donc là, il y a chaque fois, il y a une vingtaine de créatifs. En tout, on a à peu près 80 personnes qui sont créatifs là-dessus. Donc il faut les tenir. Moi, je vais protéger quand même ce qu'on a construit pour qu'ils nous prennent pas le truc, ils le détournent. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on veut écrire la Bible littéraire et la Bible graphique tout de suite pour fixer. Donc là, je vois qu'il y a les images qui passent. Nous avons, on s'est imposé en fait pour garder un petit peu la main. Et c'est dans le développement où on dit Bible littéraire, c'est donc côté scénario pour moi, et Bible graphique qui vont être développées et qui fixent ce que les autres vont faire. Donc là, vous voyez chaque fois les dessins de Ève et qu'est-ce que ça devient après. On a dit, ok, ça va être en 3D, ça peut avoir un aspect un peu froid, ça faisait nous peur au début. Alors, on nous a convaincus parce qu'ils ont fait un décor avec la 2D. Et ça, c'était le rendu de Ève qui était plus fidèle. Ce qui est drôle, c'est la Bible littéraire et vraiment au début parce que nous avons les personnages à mettre en scène, donc qui va être présente aussi dans la série, et c'est forcément donc plus de personnes parce qu'il y a plus d'aventures. Nous avons donc les 3 enfants, chacun un copain. Donc pour Recette, dans la BD, il n'y avait pas encore de copine, donc on l'a créé. On a inventé toute une communauté pour la forêt, donc tous les parents des amis vont être présents aussi, avec chaque fois une portrait psychologique. Quand on dit Bible, ça veut dire en fait tous les scénaristes qui sont rentrés après, ils ont ça sur le chevet.
ils doivent l'apprendre par cœur et quand ils s'écrivent, ils doivent le respecter. Et c'est donc les personnages doivent être respectés, mais il y a aussi tout l'univers qui est défini. Chez nous, par exemple, on dit dans le terrier, ils ont de l'eau, c'est normal, mais ils peuvent pas faire du feu. Donc on n'est pas allé aussi loin dans la humanisation parce que dans la BD, c'est justement le vivre ensemble entre blaireau et renard est pas facile parce que ils vivent dans la nature pas pareil. On s'appuie beaucoup là-dessus. Donc l'hiver, quand il fait froid, le blaireau il prend du graisse, il va beaucoup dormir, et le renard au contraire, il va beaucoup chasser. Il a l'air plus ronde, mais en fait il a juste plus de poils. Et on joue dessus dans les histoires. Ça frotte. Il y en a un qui veut dormir et l'autre qui est hyper excité. Vous voyez, si vous avez ça dans le même terrier, ça clash. Donc, ça veut dire indirectement, évidemment, ils peuvent pas se chauffer. Et ça, c'est un processus qui est très, pour moi, c'était un pas à pas parce que dans la BD, vous avancez, vous racontez votre histoire. Vous montrez pas tout. On n'avait pas réfléchi au début comment ça va être. Donc Eve, elle me dit, alors dans la cuisine, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'eau. Oui, je dis oui, ça va être comme si on fait un trou, donc il y a l'eau qui coule. Ça marche. Après, feu, non, c'est niette. Et ça, il faut le verrouiller. Il faut le mettre dans la Bible pour qu'après, les autres scénaristes, ils ne me mettent pas ça par terre. Si jamais ils inventent quelque chose que moi, j'ai pas prévu, je suis coincée. On va se contredire. Donc, ça va pas. Les décors que vous voyez passer, donc là, il y a des planches de Ève. On a l'avantage avec le dessinateur que je veux avoir un autre décor. Tout de suite, elle va me le dessiner. Ça coûte pas cher. Quand vous êtes dans un développement à la série, moi j'avais droit à 7 décors au début. Donc il faut réfléchir quel décor je choisis. Je prends le terrier intérieur, le terrier extérieur, je prends la clairière, la forêt, je prends encore la... Voilà, donc il faut choisir, il reste que 2. Sinon le budget est épuisé. Si vous voulez avoir des personnages, donc puisqu'ils sont 3D, ça coûte très cher. Un personnage coûte, je ne sais pas combien, mais j'avais droit à un certain nombre de personnages. J'avais voulu mettre les ennemis et les chats, que c'est une running gag chaque fois qu'ils sont punis en tombant dans l'eau. Donc là, on m'a dit oui, mais ça veut dire c'est 4 personnages. Tu as 2 chats, mais aussi 2 chats, quand ils ressortent de l'eau, forcément, les poils sont collés, et en 3D, c'est notre personnage. Donc j'ai dit, ok, on va laisser tomber on va les punir autrement, parce qu'il fallait évidemment que je rentre, la mise de recettes était plus importante qu'elle soit là. Et aussi tous les props, comme on dit, donc c'est les accessoires, vous réfléchissez bien qu'est-ce qu'il faut avoir dans les histoires, parce que si jamais je les calcule pas, si je les réclame pas dans la Bible, le budget va être épuisé et pendant toute la saison, vous n'allez pas avoir. Je peux avoir une abeille. Si j'ai une abeille, je vais avoir 1000 parce que c'est juste dupliqué. Ça, c'est fastoche. Mais si jamais j'oublie, je veux aussi des coccinelles, ok, ça serait pour la saison 2. Dommage. Donc il fallait jouer comme ça. Et moi j'étais bien épaulée. Quand j'ai dit je veux faire la Bible, ils ont dit jamais de la vie, tu es pas cap. J'ai dit essayez, ça coûte pas cher. Je vais faire un essai et on jugera sur place ou sur pièce. Ils ont dit ok, t'as 5 semaines. C'était sympa, c'était le mois de décembre, donc en plein Noël. Je me suis accrochée et quand j'ai livré les trucs, à la fin ils ont quand même dit bon, ok, mais tu vas travailler avec quelqu'un du métier, donc Christelle Gonard, qui était effectivement très expérimentée, et c'est avec elle, elle m'a bien coachée pour savoir, mais attention, les chats mouillés, ça va nous coûter un personnage. C'était toutes ces petites contraintes que je connaissais pas, je le savais grâce à elle. Et c'est donc la Bible littéraire tout au début, même pour ces trucs qui vont être dessinés, qui à l'origine. Après, le studio avec Ève, ils ont développé ça. Donc évidemment, tous les personnages, c'était Ève qui était derrière. Et vous avez vu comme elle donne, par exemple, des petites crayonnées et elle est allée dans le studio pour trouver le moyen, comment c'est le mieux fait. Et après, moi, j'ai fait la Bible en peut-être 3 mois.
Et après, nous sommes entrés en écriture, on a fait les premiers épisodes. Et là, voilà, c'est un grand apprentissage aussi de ressortir d'autres. Et nous, on avait fait 20 épisodes. Et il faut dire que j'étais quand même contente aussi quand il y avait d'autres scénaristes qui sont rentrés dans le jeu, parce qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Par contre, il faut le tenir. Hein. C'est une énergie qui débarque, qui est bien, qui est nécessaire. Mais il faut absolument qu'on a la Bible et une directrice d'écriture qui dit « Ok, cette blague-là, elle est vachement bien, mais tu l'as fait dans ta autre série chez Boule Bill, parce qu'ici, ça n'a pas sa place. » Oui, c'est très cadré et c'est effectivement extrêmement astreignant à cause notamment des volumes à traiter, comme c'était souligné au début de cette explication. Il y a deux choses, je voudrais juste contextualiser. Il y a 2 points qui sont à noter, qui sont pas toujours là en fait. La première chose, c'est vous avez pu participer à ce processus-là au sein de la production, ce qui n'est pas automatique, ce qui n'est pas obligatoire. Et la deuxième chose, c'est, je ne dirais pas que ça s'est bien passé parce que j'en sais rien, mais en tout cas ça s'est passé. Parce que parfois ça bloque aussi, ça peut parfois être problématique. Moi je voudrais, sur la base de cette expérience-là, du côté des éditeurs, quand vous signez un ouvrage ou quand vous signez un accord, je vais vous passer la parole successivement à tous les deux, mais j'aimerais avoir le même type de retour et de témoignage. Éditer un ouvrage, éditer un livre, c'est partager une vision avec celui qui l'apporte, celui ou celle qui l'apporte, le scénariste, le dessinateur quand c'est une bande dessinée. Donc vous vous projetez aussi en tant qu'éditeur. Ça construit aussi votre travail éditorial, etc. Au moment de l'adaptation, au moment où il y a tout ce travail-là qui a été décrit assez précisément par Brigitte, vous-même, de quelle manière vous le suivez, de quelle manière vous le recevez, comment ça se passe? Alors c'est très différent parce qu'en fait, nous les éditeurs, on n'est pas producteurs et on n'est pas acteurs non plus. On n'est pas auteurs. Donc du coup, en fait, dans les contrats d'édition, on a un contrat d'édition, puis on a un contrat audiovisuel. Et ce contrat audiovisuel, il est là pour accompagner l'auteur dans la recherche de producteurs pour vendre le livre ou la série. Alors ça peut être des séries en effet de 52 épisodes fois 13 minutes, mais ça peut être aussi un court-métrage, ça peut être un long-métrage si c'est un roman. Enfin, ça prend plein de formes. C'est pas toujours de l'animation, hein. Ça peut être un film avec des acteurs, etc. Bon. Donc l'idée, c'est un peu ça rejoint un peu la discussion de ce matin sur la relation auteur-éditeur. Finalement, c'est une forme, pas de service, ça serait beaucoup dire, mais moi, mon cœur de métier, c'est pas du tout d'amener des livres vers la diffusion télévisuelle. Quelque part, ça m'est un peu égal. En revanche, ce qui n'est pas égal, hein, c'est que l'œuvre de l'auteur, et puis aussi financièrement, il puisse aller chercher d'autres sources de revenus. C'est en ça que ça m'intéresse. Donc moi, j'ai aucun affect sur la dimension ce qu'est le livre et ce que va devenir la série, ou ce qu'va devenir ce livre-là dans une série ou dans une animation. Ça me regarde pas. Finalement, ça regarde l'auteur et le producteur. Et puis comme je suis éditeur, je sais combien c'est compliqué de monter des livres, de les produire, de les développer, de les porter vers le public. Donc je suis très confiant sur le producteur. Je suis pas là pour faire son boulot et pour lui apprendre ce qu'il doit faire. Si on signe avec quelqu'un, il faut que ce soit en confiance, et après c'est un autre média, voilà. Donc en fait, l'idée, quand vous signez avec un producteur, quand vous proposez, donc on a un vendeur de droits, concrètement, qui va aller sur les marchés et qui va essayer de trouver à vendre le livre ou la série, et il se peut qu'il y ait plusieurs producteurs qui se manifestent. Admettons qu'il y en a 3. À ce moment-là, c'est vraiment de l'ordre de la rencontre entre l'auteur et le producteur. Donc moi, je les fais toujours se rencontrer pour que le producteur puisse dire sa vision du film, de la série, etc. Et je laisse totalement la liberté à l'auteur de choisir. Moi, je n'interviens pas, en fait. En fait, j'interviens assez peu. Là où j'interviens, c'est plus que dans un rôle commercial à travers mon agent, mais j'interviens pas. Et s'il ne veut pas signer, et si ça lui va pas de le faire, on le fait pas. Ça m'est un peu égal en fait. Ce qui m'est pas égal, hein, c'est ce qui m'importe, c'est que l'auteur ait envie de le faire. Il y a des auteurs qui veulent pas que leur objet livre soit adapté de quelque façon que ce soit, on fait pas. S'il y en a qui veulent, à ce moment-là, moi je peux dire, moi je connais ce producteur, il a travaillé avec nous, je trouve que ce mec bien, j'ai assisté au rendez-vous, si tu veux mon avis, je te le donne.
C'est de ce registre-là. Et après, ce que j'essaye de faire, parce que donc là, mais les droits sont copartagés entre lui et nous, puisqu'il y a une première, c'est bloqué pour qu'il y ait des coproductions, etc. Les sommes sont pas énormes. Et je dis, ça m'intéresse pas tellement parce qu'en fait, on a eu par exemple une série comme toi, de 52 minutes, de 52 épisodes fois 13 minutes, qui sont passés sur TF1. C'était les aventures de Mirette. Ça n'a pas fait une vague sur les ventes de nos livres. Alors que la série était très proche, en plus était très proche du livre. Donc en fait, ça a très peu de chance en fait de booster en plus. Enfin moi, c'est l'expérience que j'ai eue en tout cas, de booster les ventes de livres. Donc comme je vends des livres, bon. En revanche, là où j'essaye d'être conseil, je suis un peu comme un conseil bienveillant avec mon auteur, c'est de dire, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que tu puisses te mettre dans la coproduction, soit si tu es dessinateur pour dessiner la Bible, dessiner, soit si tu es scénariste, de participer, pour partie si tu le souhaites, à l'élaboration des scénarios, parce que là, tu vas retoucher des droits, mais sur la partie audio, à laquelle moi je touche pas. Moi je touche qu'une fois, les droits c'est au début, la signature, etc. Donc, et c'est là où ça peut être vraiment intéressant pour le dessinateur et l'auteur, parce que du coup ça fait quand même vraiment des rentrées d'argent importantes. Ça leur permet en effet aussi que leur œuvre soit pas trop changée, mais en même temps, je leur dis attention, c'est un support que je connais pas. Si en effet le producteur pense que tes personnages seront mieux en stop motion, en 3D, tel type, il faut aussi que tu entendes ce qu'ils te disent, parce que c'est un autre média, ce sont des autres histoires. En revanche, on a eu une expérience assez tragique, si je puis dire. C'était sur une série qui s'appelait Crumpets, qui était une série pour les tout petits, qui a été fait par Canal+, et c'était un truc hyper affectif, vraiment premier âge, qui était vraiment super. Ils en ont fait un truc super vulgaire et criard. Avec les auteurs, ils n'étaient pas contents, quoi. Mais en même temps, ils n'avaient pas voulu participer à la production, donc après, ils avaient accepté de vendre leur œuvre, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc moi, mon rôle, en fait, il est vraiment là, c'est de, le cas échéant, trouver, s'ils le souhaitent, à travers le contrat qu'on a des producteurs, les conseiller sur le meilleur producteur possible, c'est-à-dire que non seulement qu'ils s'entendent bien avec lui, mais qu'il y ait des chances que ça aille au bout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont signées et peu qui vont au bout. Donc c'est de dire, lui il a l'air solide, il a vraiment l'air d'avoir envie d'y aller, de mettre les équipes qu'il faut, etc. Et puis après de le conseiller en effet pour dire, si en plus tu peux participer à la production, ce sera bien. Après, il y a les auteurs, et notamment les jeunes auteurs, qui sont extrêmement... ils sont toujours inquiets, du rôle de l'éditeur. On leur apprend. C'était assez marrant ce que disait Manon, que j'ai publié donc ce matin, Manon de Bail, aux Arts Déco de Strasbourg. J'étais quand même surpris à tel point, en fin d'études, 5 ans d'études à Strasbourg, une meilleure école de France. On a l'impression qu'ils sont comme hors sol par rapport à ce que nos métiers. Il n'y a pas d'intervenants qui viennent, de producteurs, de gens, juste pour parler de leur métier. On a l'impression que tout le monde est un ennemi, quoi, finalement. Dès qu'on sort de cette, c'est pour ça qu'ils dépriment la 6e année, parce qu'ils ont tellement l'impression, on leur a tellement dit que le monde extérieur est un monde de brutes, qu'ils ont l'impression que dès qu'on leur montre quelque chose, c'est forcément vicié ou bancal, ou je trouve ça un peu dommage, quoi. Et donc, passe mon temps à essayer de rassurer les auteurs là-dessus, dire a priori on est plutôt bienveillant, on est dans le même truc. Ouais, voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment ça. Et j'ai des auteurs, par exemple, j'ai un jeune auteur là, il a été approché par un super producteur, un mec vraiment fort, mais il voulait que le producteur lui signe un contrat dans lequel il serait pas diffusé sur TF1, il serait pas sur Amazon, patati patata. Je lui dis, je suis désolé, ça, le producteur peut pas s'engager à ça. Moi-même, mon plus gros libraire en France, j'y peux rien, mais c'est Amazon. Moi, je peux pas interdire à Amazon d'acheter mes livres et de les diffuser. Je préfère qu'ils soient diffusés d'abord chez le petit libraire de Blois, mais je peux pas interdire Amazon de prendre mes livres et de les proposer à la vente. Et je lui dis, si un producteur, à un moment, il n'a pas d'autre solution que d'être sur Amazon Prime, il ira le chercher parce qu'il n'aura que cet argent-là. Donc voilà, donc tout ça, c'est de la pédagogie. Mais après, moi, j'ai pas de gros enjeux en tant qu'éditeur financier sur la production. C'est assez drôle cette histoire d'Amazon que vous retrouvez et dans l'édition et dans le monde audiovisuel. Oui, oui. Nadia, est-ce que vous le pratiquez de la même manière? Est-ce que vous le vivez de la même manière, ce passage comme ça de l'adaptation de ce que vous publiez? Moi, je pense toujours à la partie de votre travail vous savez, c'est le tout début, c'est la rencontre en fait avec un travail, avec une personnalité.
et j'imagine forcément que vous projetez quelque chose, vous avez un truc en tête, et donc là c'est très clair dans ce parcours, dans ce travail qui est fait d'accompagnement. Quelle expérience vous avez, vous, de votre côté, avec les auteurs que vous accompagnez? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que pendant longtemps, les éditeurs n'étaient pas équipés pour travailler l'audiovisuel. Ce qui a changé aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Mais moi, j'ai fait d'autres maisons. En fait, les éditeurs prenaient les droits audiovisuels, comme l'a dit Frédéric, et n'en faisait pas grand-chose. Donc, de fait, d'où cette suspicion des auteurs en disant vous prenez des droits, vous les bloquez pendant la propriété littéraire, c'est-à-dire 70 ans après la mort de l'auteur, et vous n'en faites rien. Donc, ça a changé. Aujourd'hui, les éditeurs sont très équipés, donc ont mis des cellules audiovisuelles en place. Il y a des gens qui vont démarcher les producteurs. Il y a vraiment toute une équipe, ce qui a été le cas chez Rue de Sèvres, parce que l'école des loisirs, on dépend de l'école des loisirs, évidemment. Hein. Donc, l'école des loisirs, quand on est arrivé, quand Louis Delas a repris la maison en 2013 et a créé Rue de Sèvres en 2013 avec nous, il n'y avait pas du tout ça. L'école des loisirs ne faisait pas d'adaptation audiovisuelle, ce sont les auteurs qui avaient leurs droits, ils se débrouillaient eux-mêmes. Et Louis Delas, venant d'une plus grosse maison avant où c'était une pratique qui était courante, a voulu mettre en place, mais en se disant, je vous proposerai de prendre des droits si on peut les vendre. Si on ne peut pas les vendre ou si on ne sait pas les vendre, c'est pas la peine de les prendre, parce que de toute façon, ça génère de la frustration. Donc on a mis en place cette cellule pour justement pouvoir développer, donc aller voir les producteurs, proposer tous nos livres pour lesquels on a les droits, parce que faut savoir que un éditeur, normalement, s'il est à peu près honnête, il ne va pas imposer de prendre les droits audiovisuels, même s'il a envie de temps en temps d'imposer, mais il faut vraiment être en partenariat, comme disait Frédéric, avec les auteurs. C'est-à-dire que si vous avez un auteur qui est déjà impliqué dans l'audiovisuel, quel est l'intérêt que vous allez lui prendre ses droits pour aller vous-même faire la chose, alors que lui, peut-être, a déjà fait un film, peut-être que lui a tout un tas d'acquaintances dans l'audiovisuel que peut-être nous n'avons pas. Donc ça sert à rien. Après, vous pouvez aussi proposer à l'auteur de lui dire, laisse-moi les droits, si tu n'as pas suffisamment de relations dans l'audiovisuel, je te propose de faire un contrat pour 6 ou 7 ans. On fait le job, si ça n'aboutit pas, tu reprends les droits et tu verras toi-même. Comme ça, du coup, il y a une vraie relation de partenariat. Donc nous, on n'a pas un truc fixe, on fait en fonction de la demande. Et par contre, quand on a les droits, on va les travailler, on va les proposer, etc. Après, comme l'a dit Frédéric, il ne faut pas rêver, hein, c'est un peu un miroir aux alouettes, puisque pour énormément d'options, moi j'ai travaillé chez Casterman avant, et ça maintenant je peux le dire, puisque ça a été fait, mais Tardy, par exemple, il a été optionné, je sais pas, je suis restée plus de 20 ans chez Casterman, il a dû être optionné plus de 10 fois avant que Besson fasse le film. Donc c'est pour vous dire, et c'était Tardy quand même. Donc à chaque fois, il y avait des gens qui prenaient des options pendant 18 mois, pendant 24 mois, qui payaient, et puis ils passaient à autre chose, ils faisaient pas. Et donc c'est pour ça que je dis c'est un miroir aux alouettes, parce qu'évidemment pour un auteur c'est super enthousiasmant de se dire je vais avoir un film, un dessin animé, etc. Mais on sait très bien que toutes les fois nous on est ravis, hein, quand on signe une option, on leur dit toujours c'est super, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que le film va se faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent écrire, ils peuvent engager beaucoup d'argent, peut-être que Nidia nous en dira un peu plus là-dessus, mais ils peuvent engager beaucoup d'argent et puis à un moment donné, le projet s'arrête, quoi. Donc alors c'est pour ça que je reviens sur ce que Frédéric disait, et je suis tout à fait d'accord, c'est que quand nous on est éditeur, donc on est là pour faire des livres, et quand on signe un projet, en tout cas chez nous et dans d'autres maisons, je l'ai vu comme ça aussi, on pense pas à l'audiovisuel. Enfin, même si je suis ravie et même si je trouverais, mais on peut pas signer un projet en disant bon d'accord, donc là on va faire une BD, mais là on va pouvoir faire. Moi c'est pas mon job, je sais pas faire, donc je peux pas me projeter en me disant qu'est-ce qu'on va faire, même si je me dis cet univers il a un potentiel en audiovisuel, c'est sûr, on peut le faire. Mais c'est pas notre job, on sait pas faire, et si on voulait le faire, je pense qu'on le ferait mal. Donc il faut le laisser faire, mais par contre il faut s'équiper pour pouvoir éventuellement développer l'univers d'un auteur à l'audiovisuel, parce que ça nous intéresse en tant qu'éditeur de se dire on a développé, enfin l'auteur a développé avec nous, en partenariat avec nous, un très très bel univers. Cet univers est développable peut-être même en roman, peut-être en série, peut-être en animation, peut-être en film live. Alors à ce moment-là, allons-y. Mais à la base, nous, notre métier, c'est comme peut-être Nidia nous le dira, elle, son métier, c'est de faire des films. Elle va pas penser à une BD ou à un roman avant. Donc chaque métier est indépendant et chaque métier pense par rapport aux médias dans lesquels il travaille. Autrement, on se fourvoie un peu et on risque de mal faire son travail pour lequel on est formé et pour lequel ça, on sait faire. Donc ça, c'est intéressant. Et puis l'autre chose, l'expérience de Brigitte est intéressante parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, bien passé peut-être en tout cas, et il y a des moments où ça peut mal se passer,
Et il y a des moments où, comme elle le disait, on peut être scénariste et puis une fois qu'on a écrit la Bible, à ce moment-là, ben, les producteurs vous disent ah ouais mais là oui c'est bien mais bon il va nous falloir une plume du cinéma ou une plume de l'animation parce que après c'est plus facile pour trouver des financements etc. Zep, qui est quand même un grand auteur qui travaille chez nous, est en train de développer une série autour d'un des albums. Il a tout écrit, ça lui a pris un temps fou. Les gens étaient super excités, ils lui ont demandé des trucs comme toi en 5 semaines, il a tout écrit. Après, il est resté 3 mois sans avoir de nouvelles. Et puis un jour, il a relancé, son agent a relancé, et ils lui ont dit « Ouais, c'est super, hein, mais là, il va falloir qu'on te mette un scénariste un peu du milieu, quoi, en gros. » Parce qu'en fait, il y a aussi la nécessité d'avoir, pour les financeurs, quelqu'un qui est vraiment du milieu et qui connaît la narration du cinéma ou de l'animation, etc. On considère que, et peut-être à raison, hein, je ne sais pas, hein, on considère que le scénariste de bande dessinée ou l'auteur de bande dessinée ne fera pas aussi bien et ne pourra pas développer comme eux l'entendent le scénario ou l'histoire à l'audiovisuel. Et puis après, il y a aussi le propre de l'auteur qui dit ok, si vous voulez adapter, très bien, moi j'ai fait une bande dessinée, c'est mon job, maintenant vous le faites et puis ça ne m'intéresse pas. C'est pas la majorité des auteurs qui font ça, mais moi j'en connais, qui disent moi maintenant c'est plus mon travail, vous vous débrouillez, etc. Alors nous en tant qu'éditeurs, on est quand même, on a un engagement vis-à-vis de l'auteur. Donc par exemple, si il y a une histoire, une très belle histoire avec tout un tas de ressorts dramatiques, psychologiques, si derrière c'est pour en faire une soupe, on est moyen engagé quand même, parce que dans ces cas-là, on se dit, on respecte pas le travail de l'auteur. Même lui, si lui se dit c'est plus mon job, c'est plus mon histoire. Quand même, quoi, il y a quand même une espèce de déontologie où on se dit, tout en n'étant pas producteur ni gens du cinéma, on a envie quand même que le travail soit à minimum respecté et qu'on soit dans les grandes lignes de l'histoire et qu'on ne prenne pas ça de l'histoire pour en faire carrément autre chose parce que ça n'a pas un grand intérêt. Donc en général, on est assez vigilant à ça. Toutes les fois qu'on peut, évidemment, comme Frédéric l'a dit, faire travailler des auteurs sur des bibles, sur tout ça, évidemment qu'on le fait si l'auteur a envie, parce que s'il n'a pas envie, c'est pas la peine. Et puis après, évidemment, il y a tout l'aspect contractuel où là, il vaut mieux être équipé parce que dans certains cas, surtout sur les longs métrages, on en a eu quelques-uns, les films, c'est autre chose quand même. Hein. Et a fortiori, quand vous signez avec des Américains qui vous font des contrats qui font à peu près 50 ou 60 pages avec des clauses vraiment limitées. En tout cas pour le droit français. Ce que tu dis me fait penser à un truc, c'est que en plus, nous par exemple on a Mario Montaigne qui avait fait Pesquer chez Gallimard, chez Dargaud, vous connaissez. Elle avait fait chez moi un premier album qui s'appelait Panique Organique et ça fait depuis 7 ans que le truc est en boucle et en train de se faire et de pas se faire, et donc c'est assez long. Et le problème en effet, c'est un moment aussi finalement, parfois j'ai pas nécessairement envie que ça se fasse parce que qu'il y soit en tout cas l'auteur, parce que en effet ça lui prend beaucoup de son temps. Et finalement c'est du temps qui prend à nous, à nous son éditeur source, pour pas développer autre chose, pour écrire et s'épuiser parfois dans des scénarios ou des trucs. Donc c'est pas toujours un super deal en fait. Hein. Et parfois il vaut mieux céder ça à un bon producteur qui va faire avec une bonne intention que Walou Ricard par exemple. Ça y est, la série est sortie, mais ça a été super long quoi. Elle a bossé aussi, elle était aussi au dessin, scénario et tout ça, 3-4 ans. Et c'est 3-4 ans, quasi 70% de son temps. Donc du coup, on perd un peu l'auteur quoi, quand il part sur les adaptations. Donc ça, c'est aussi un peu embêtant pour nous. Je reviens juste sur ce qui a été dit, la différence majeure entre un script, entre un scénario qui est écrit pour une bande dessinée et pour une production audiovisuelle ou cinématographique. Je pense, enfin, une des plus grosses différences, c'est que dans le premier cas, c'est un document qui sert beaucoup pour travailler. Dans un deuxième cas, c'est un document qui sert énormément pour financer le projet et qui est lu par beaucoup plus de monde dans le cas d'une adaptation, notamment tous les jurys et tous les guichets de financement des films. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas écrits strictement de la même manière et pas de la même façon. Je me retourne vers toi, Nilia. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu du côté de la production comment tout ce qui a été dit jusqu'à présent résonne. Mais j'ai une petite question avant, qui est vraiment une question, c'est de l'épicerie en fait, hein, c'est une petite question pratique. Par rapport à un projet que tu vas produire, pour lequel il y a un scénario qui est écrit et donc qui va être réalisé, quelle est la différence financièrement de devoir affronter un projet qui doit être adapté en termes d'achat de droits contre simplement la négociation des droits pour l'écriture d'un scénario?
Est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est pareil? Ça dépend de la notoriété du livre ou du scénariste. Parce que si on va, je sais pas, ça peut être enfin là on est sur la BD, donc ça peut être une BD qui n'est pas très connue, d'un auteur qui n'est pas très connu, une petite maison d'édition, mais le réalisateur ou la réalisatrice a très envie de travailler sur ce projet-là, et du coup on peut effectivement négocier, voilà, selon ce qu'on veut faire aussi comme objet audiovisuel, parce que ça peut être un court-métrage, ça peut être un long-métrage, ça peut être de la série, donc aussi dépendant de des ambitions qu'on a pour adapter cette BD. C'est vraiment très très variable en fait. Je peux pas dire un prix là parce que c'est extrêmement variable. Aussi, et pareil, enfin de l'autre côté, ça dépend du scénariste avec qui on travaille, s'ils ont déjà de l'expérience ou pas. Et pareil, selon l'objet qu'on va sortir à la fin, c'est évidemment pas la même chose quand on veut produire un court métrage où on est dans des budgets assez petits et pourtant déjà importants quand même puisque l'animation coûte très cher et une série pour la télé, c'est extrêmement extrêmement variable. Donc vraiment tout dépend de l'objet final, je pense en fait. C'est surtout ça. Et justement même par rapport à ça, la façon d'adapter aussi, voilà, ça m'étonne pas effectivement que tu aies eu 15 scénaristes à côté parce que quand on travaille dans la télé, dans l'audiovisuel, il y a un côté très formaté et en même temps il faut produire beaucoup. C'est une production de masse. Donc effectivement, il faut énormément d'auteurs graphiques, littéraires, etc. pour adapter une œuvre. Nous, dans l'occurrence, nous on est une petite société de production et donc du coup, moi je me retrouve plus je pense du côté des éditeurs d'une maison un peu indépendante. En fait, on est une maison indépendante, donc du coup, on fait très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, et qu'on essaie de. Enfin, les quelques fois où on a travaillé donc dans des adaptations, donc on essaie de travailler vraiment en étroite collaboration avec les auteurs. Pour le cas de Virus Tropical, l'autrice donc Power Paola, elle s'est impliquée dans la création graphique du projet. C'est elle qui aussi a fait tous les décors du film, etc. Ça lui a pris un temps fou, et je comprends que, effectivement, pendant tout ce temps-là, elle n'avait absolument pas le temps d'écrire un nouvel, autre chose, une nouvelle BD ou quoi que ce soit. Elle n'avait absolument pas le temps. Après. On a de la chance en France particulièrement, pas forcément dans les autres pays, mais on a quand même de la chance en France que dans l'audiovisuel, les auteurs et les techniciens sont assez bien rémunérés quand même. Donc quand il s'agit encore une fois, ça dépend de l'objet, mais quand on essaie d'impliquer des auteurs graphiques notamment, et qu'on essaie de les impliquer aussi dans le film, en plus des droits d'auteur, évidemment, on leur paye aussi un salaire, donc pendant toute la durée du travail. Donc s'ils doivent travailler pendant 2 ans, on les paye pendant 2 ans de travail. Donc ça coûte énormément cher. L'animation coûte très très cher en général. En prise de vue réelle, c'est différent. Quand on adapte, du coup, on n'a pas tout ce travail des préparations, etc., des créations. Ça peut aller relativement plus vite selon la taille, selon l'ambition du projet, quoi. Et donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais tu as fait le tour de toutes ces toutes ces différences qu'il peut y avoir entre le fait de travailler à l'origine du projet directement avec un auteur, avec un scénariste ou un couple auteur-scénariste, ou travailler dans le cadre d'une adaptation, en fait. Est-ce que tu peux juste nous dire, peut-être en citant 1 ou 2 exemples, comment, toujours pareil pour revenir au début, comment les choses sont initiées? De quelle manière ça s'est produit au sein de ta société de production? Est-ce que c'est les auteurs qui t'ont plutôt apporté des ouvrages? Est-ce que vous, en tant que producteur, parce que vous lisez forcément des livres aussi, est-ce que vous avez des envies? Comment tout ça circule, en fait? Comment vous créez ces ponts comme ça entre les différentes œuvres?
Du coup, en règle générale, c'est quand même les auteurs qui viennent déjà avec une idée de ce qu'ils veulent faire. Ça nous est pas encore arrivé que nous, on soit à l'initiative de vouloir adapter une BD, mais je pense que ça va venir. Oui, en général, oui, c'est ça. C'est vraiment les auteurs qui ont déjà une idée, ou c'est même des gens qui ont fait une BD qui veulent passer à l'audiovisuel aussi. Nous, comme on fait du scouting aussi, voilà, on essaie de parler. Voilà, si on sent qu'il y a des envies quelque part, on a aussi évidemment d'accompagner des auteurs. Nous, je trouve que notre principal boulot, c'est ça aussi, d'accompagner des auteurs à réaliser leurs œuvres et aller jusqu'au bout de leurs envies. Donc, on n'est pas très, voilà, on va pas imposer des choses directement. Ça peut nous arriver, mais je pense que c'est très rare. Pour avoir eu la chance d'écumer un certain nombre de locaux de sociétés de production ces 20 dernières années, il y a souvent des bandes dessinées sur les étagères quand même. Et pas forcément celles des productions en cours, mais celles des productions rêvées en fait. Il y a quand même beaucoup de producteurs qui lisent. Et en fait, je pense que ces livres sont présents dans des salles de réunion, il y a des étagères comme ça. Et après, parce que là on parle beaucoup d'animation, mais en fait il n'y a pas que de l'animation. Hein. C'est-à-dire que l'animation c'est une chose, hein, mais même sur les BD, moi j'ai des BD adultes, des romans graphiques, hein, où les producteurs qui avant allaient vers la littérature gallimardienne ou Seuil, etc., achetaient des droits de romans, se retournent aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle génération de producteurs, ils ont plutôt 40 ans que 60, ils sont habitués à lire de la BD. C'est plus rapide à lire, hein. Une BD même très charpentée, ça va être une heure de lecture, hein. Un roman bien charpenté, ça peut être 6 heures ou 7 heures. Donc c'est quand même plus rapide, plus vite consommé quand même. On va pas se mentir. Il y a aussi les images qui tout de suite sont évocatrices. Ça donne quand même des idées. Et donc aujourd'hui, moi je suis énormément sollicité parce qu'en effet, on a des vendeurs de droits aujourd'hui dans le groupe dans lequel j'appartiens qui sont très capés et qui sont super bien. Et il y a aussi sur les salons comme Montreuil ou Angoulême où il y a des rencontres autour des droits aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc moi j'ai des BD aujourd'hui qui sont sur des projets de films, hein. Mais pas de films d'animation, de films tout simplement. Et aussi évidemment les romans jeunesse, mais ça c'est plus classique. Donc aujourd'hui il y a quand même un nouveau truc depuis quelques années, depuis je sais pas 4-5 ans, où on est beaucoup plus sollicité sur les droits audio, sur la bande dessinée, mais le roman graphique là dont je parle. Et puis évidemment toujours sollicité pour les plus petits, comme pour toi, avec des Anna et Froga, des AST, etc. Mais ça c'est de l'animation on va dire plus classique, hein. Enfin, dans un format plus mais c'est nouveau pour moi en tout cas d'être sollicité sur le roman graphique par des producteurs comme si je faisais un roman chez Gallimard, quoi. C'est du même registre, quoi. Et du coup ce sont des adaptateurs. Et là pour le coup l'auteur il y a vraiment un vrai lâcher prise, quoi, parce que du coup c'est pas son dessin qui va être projeté. Voilà, donc c'est autre chose qui se joue. Mais du coup c'est presque plus facile parce que du coup lui il a dessiné en pensant je sais pas, enfin quand Giraud dessinait Blueberry, il pensait à Belmondo, et peut-être que si le film avait été fait, on aurait mis, je sais pas, Charles Denner. Donc, pour parler de gens anciens. Et donc c'est ça qui est intéressant, voilà. Et ça c'est quand même vraiment nouveau, et c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment une porte et aussi une reconnaissance du travail qu'on fait sur le roman graphique. C'est ce qui s'est passé là récemment avec Pierre Lemaître. Oui. On a adapté donc les albums de Pierre Lemaître en bande dessinée. Alors Pierre, il a un agent et en plus il est impliqué dans l'audiovisuel, et donc il avait il avait travaillé à l'adaptation de Revoir là-haut avec Dupontel, et là maintenant en fait de nouveau il y a Couleur de l'incendie qui vient de sortir là, et nous on avait sorti la bande dessinée. Alors c'est un petit peu un cas particulier parce que Pierre Lemaître étant impliqué et ayant un agent audiovisuel, évidemment les choses se sont fait plus rapidement, mais je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. C'est une triple adaptation du coup, tout parce qu'il y a eu un roman, une bande dessinée. Exactement. Donc là c'est marrant parce que c'est trois médias différents. Tout à fait. C'est assez rare non les trois quand même. Oui, en général ça se passe pas. En général c'est soit l'un soit l'autre. Oui. Et là il y a eu vraiment un concours de circonstances qui a fait une boucle. À partir du roman on fait une BD on fait un film, et ce qui est marrant c'est que dans le film par contre on peut retrouver
des cadrages. Ça c'est, on l'a vu surtout dans Au revoir là-haut. Christian Demeter a participé un peu pour donner quelques dessins pour le film. Donc le dessinateur qui avait fait la bande dessinée avec Pierre Lemaître. Et par contre, il a retrouvé là, par contre, certains cadrages. Alors c'est pas du tout là le dessin de Pierre, puisque là on est dans du live, mais par contre des cadrages, des moments, enfin des façons de mettre la caméra, etc. On voyait qu'il s'était inspiré de la bande dessinée pour le coup. Donc c'est ça qui est intéressant de voir comment tout ça circule. Et Pierre qui avait non, il n'avait pas travaillé à l'adaptation, il a travaillé sur l'adaptation de Le couleur de l'incendie là, mais pas sur Au revoir là-haut. Et sur Le couleur de l'incendie, on voit qu'il a aussi transformé pas mal de choses. Là c'est l'auteur en tant que tel qui a travaillé dessus. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment tout ça se mélange et comment d'une même œuvre on arrive à 3 choses différentes, parce que si vous prenez le film Au revoir là-haut, le livre, pardon, au départ, il est copieux, il a une fin qui est celle qu'on connaît. Si vous regardez la bande dessinée, il a adapté, Pierre Lemaître a adapté, il y a une autre fin, et il a changé des choses à l'intérieur, et quand vous reprenez le film, il y a encore quelque chose de différent. Donc en fait, mais du coup, sur les droits, du coup, c'était les droits qui étaient au départ sur le roman, du coup, qui ont... Oui, là on n'avait pas les droits audiovisuels de toute façon, puisque Pierre avait gardé ses droits audiovisuels, parce qu'il a un agent, et donc même Albin Michel, quand ils avaient sorti Au revoir là-haut, n'avait pas les droits, c'était vraiment Pierre qui a géré. Ça c'est un cas un peu exceptionnel. En général, l'auteur a cédé ses droits à l'éditeur du roman, et dans ces cas-là, après ça se traite avec l'éditeur du roman, quand il y a adaptation. À ce que tu dis, ça fait penser à un truc, c'est quand je disais tout à l'heure, moi je suis entre guillemets respectueux du travail du producteur, et je lui fais confiance si c'est un bon producteur pour dire il va bien faire le boulot. De la même manière, si je prends le truc à l'envers, moi je fais pas mal d'adaptation de romans parce que j'adore la littérature et j'adore ramener les romans vers la bande dessinée. Inversement, quand je négocie l'adaptation, il est hors de question que l'auteur soit derrière l'épaule du dessinateur, de l'adaptateur, pour lui dire ah non mais moi le personnage je le vois comme ça. Donc je demande une liberté totale à la personne qui va adapter le roman. Donc quand je passe la main, si l'auteur est d'accord, qu'on passe la main à un producteur, on lui fait confiance aussi, quoi. Parce que sinon si on n'est pas dans un truc de confiance, c'est pas intéressant, quoi. Donc moi je crois qu'il faut après il faut être avec le bon professionnel. Après c'est vrai qu'il y a des dimensions financières sur la production qui sont sans commune mesure avec ce qui se passe en édition. Donc c'est sûr que on est auteur, comme tu disais, on est un auteur, un dessinateur, un éditeur, voire notre éditeur si on achète un roman, et un autre auteur si on a... Mais bon, on reste un peu nombreux, on est 5, là où d'un seul coup il y a 50 personnes et puis c'est des millions d'euros, quoi. Donc du coup c'est sûr que ce qui se joue est beaucoup plus complexe. Oui, mais nous on a un crédit illimité pour les décors et les personnages. C'est ça. Oui, c'est ça qui est super intéressant quand je vous entends parler aussi du coup c'est triple adaptation au final, que le travail d'adaptation, on est obligé, effectivement quand on passe d'un format à l'autre, il ne faut pas oublier qu'on essaie quand même de faire une œuvre qui est, c'est pas une copie en fait, comment dire, c'est pas une copie conforme à la BD ou au roman, quoi. Et on est obligé aussi de l'adapter. Il s'agit aussi de mettre en scène l'univers de l'auteur, réalisateur qui est en train de faire le film. Donc c'est très important aussi d'avoir sa patte, et ça dépend, encore une fois, ça dépend effectivement, c'est pas la même chose si on veut adapter le graphisme d'une BD que si effectivement on fait une œuvre live, quoi. Et je pense aussi que ça c'est très important pour nous de nous réapproprier aussi du coup l'œuvre d'origine pour en faire une nouvelle. Et la narration effectivement souvent ne peut pas être la même, on peut pas avoir la même liberté. On a effectivement aussi ces contraintes techniques d'avoir un certain nombre de décors. Ou que ou ça dépend du budget qu'on a aussi, ça dépend des partenaires qu'on a. Si des fois il y a certains partenaires comme les chaînes télé, même même dans des films en long métrage, etc., qui peuvent aussi des fois imposer leur regard, ça dépend. Mais moi, une chose que je défends, c'est qu'on fasse des œuvres qui ne trahissent pas quand même l'œuvre d'origine, d'avoir comme gardé en général ce qu'on avait fait jusque-là, c'était aussi de garder une clause où l'auteur graphique, l'auteur de la BD ou du livre, ils ont quand même un droit de regard pour dire à la fin, ok, est-ce que c'est adapté de, est-ce qu'on peut utiliser le titre
titre adapté d'eux, ou est-ce qu'on dit juste inspiré d'eux ou d'après, voilà. Est-ce que c'est une œuvre, enfin l'œuvre du Huissier, est-ce que c'est une œuvre dont les auteurs d'origine sont fiers ou pas aussi? Je pense que c'est important. Vrai, ce qui est compliqué quand même, là je me mets à la place de l'auteur, c'est que quand on signe par exemple un roman graphique avec un producteur pour que ça devienne un film, hein, le producteur ne peut pas s'engager sur un réalisateur. Et ça c'est un peu embêtant parce qu'en même temps, même si on fait confiance au producteur, on a vu ses films précédents, qu'il a fait des films qui nous ont plu ou qui ont plu à l'auteur, il n'empêche que s'il fait le film avec un super réalisateur ou avec un réalisateur avec qui il n'a pas d'acquaintance, c'est pas pareil. Et c'est vrai que c'est un peu, de ce point de vue-là, je reconnais que c'est un peu un chèque en blanc parce que là-dessus, le producteur souvent est un premier producteur qui va s'allier avec un autre producteur, qui peut reprendre la main, qui arrive avec sa propre équipe. Et vous pouvez retrouver avec un film avec Dupontel ou avec tout à fait quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est pas pareil si c'est Dupontel ou si c'est pas Dupontel. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est là où c'est un peu embêtant sur les adaptations, c'est-à-dire que du coup, c'est un peu un blanc-seing. Et ça, j'entends les auteurs qui me disent, moi, je veux pas parce que du coup, si on peut pas s'engager sur, je trouve ça plus compliqué sur la discussion je veux pas que ce soit sur Netflix ou sur France 2. Ça, on dit non, ça, les réseaux de diffusion, c'est autre chose. En revanche, je comprends que, et en même temps, un producteur ne peut pas dire, j'ai ce réalisateur-là parce que, alors évidemment, si c'est Hitchcock qui arrive et dit je vais le faire, Hitchcock peut le faire. Et encore, c'est même pas sûr. Mais même il est assez pris en ce moment, je crois. Hein. Il est assez pris et on sait plus trop où il se trouve en plus. Mais même un très grand réalisateur ne peut pas nécessairement imposer un goût, quoi. Donc c'est quand même compliqué. Oui, c'est juste. Après, ce problème-là, on l'a dans le cinéma sans problématique d'adaptation, ça existe aussi. On l'a aussi. Pour revenir, je vais vous passer la parole parce que j'imagine que tout ce qui a été dit peut soulever des questions. Juste une anecdote, en parlant de Nidia, tu as très bien parlé du processus même de l'adaptation et du fait qu'on peut pas adapter comme ça les choses à plat. J'ai un souvenir savoureux d'un échange avec un producteur qui m'a montré, il était en train d'essayer d'adapter les strips de Gueuluc. Et c'était dramatique en fait. C'était dramatique parce qu'en fait c'était vraiment Gueuluc et c'était vraiment pas drôle, quoi. Et c'était à un tel point qu'on en a ri même. On se disait c'est fantastique parce que c'est vraiment, il y avait une sorte de fidélité. C'était un acteur qui jouait, qui était grimé et en fait c'était très fidèle au texte par exemple et c'était vraiment pas drôle. Parce qu'en fait, la bande dessinée, ce qui est drôle dans la bande dessinée, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on projette, alors que l'audiovisuel vous le donne. Et s'il vous le donne mal, bah vous l'avez mal, alors que vous débrouillez toujours quand vous le lisez. C'est vous qui vous arrangez avec l'humour, avec votre propre rapport à l'humour, etc. Il y a une plus grande latitude. Ça veut peut-être dire, ce que tu dis, ça veut peut-être dire que tout n'est pas adaptable, hein. Justement, et ça qui est intéressant, de la même façon que tous les romans, même des romans formidables, sont pas nécessairement, c'est pas intéressant de les ramener vers la BD. Donc, ce qui compte en fait, c'est que ça fonctionne et qu'il y a quelque chose à dire de différent, et en tout cas quelque chose qui fonctionne. Et donc, le Gueuluc, peut-être c'est inadaptable, quel que soit le talent de l'adaptateur. Je sais pas. Hein. En général, il faut réessayer en travaillant plus. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années, quand on est épuisé, il faut vraiment se rendre, il faut être raisonnable et se dire c'est pas possible, mais c'est trop tôt pour le dire à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions dans le public pour les uns et les autres? Il faut en profiter parce que vous avez un panel qui est vraiment représentatif et qui couvre beaucoup de problématiques de la question qui est soulevée aujourd'hui. Pendant qu'ils réfléchissent, je peux encore ajouter quelque chose. Ah mais oui, bien sûr. Parce que là, je me retrouve dans un cas où moi, auteur, je fais une BD et en fait, je me retrouve avec l'envie terrible de la faire en série télé. Et cette envie, elle vient parce qu'en fait, je sais que le public que je vise est pas bien ciblé par une BD. Parce que la thématique, c'est en fait la maison de retraite, de comment vivre quand on perd son autonomie, comment se projeter dans le futur. Bon, bref, ça tourne autour de ça. Et le roman graphique, il est super, mais en fait, c'est pas un livre qu'on offre. Vous n'allez pas offrir ça. Et les gens concernés ne tombent pas dessus parce que c'est pas vraiment le lectorat de la BD. Et en fait, une fois que non, c'est pas EHPAD, justement, c'est la beauté d'une maison de retraite. Tu choisis, tu loues ton studio et tu projettes, c'est ta propre décision d'y aller. Bref, il y a toute une thématique qui mérite d'être puisée. Et moi, je me dis, mais en fait, le public que je vise, je le trouve dans leur salon avec la télé.
Et à cause de ça, là, maintenant, moi, je pousse ça, on a développé donc le dossier et on est à la recherche d'un producteur. Si jamais dans la salle il y a un producteur, contactez-moi. Merci. Merci pour cet éclairage. Donc tu es en train de basculer du côté la BD, obscur de la force. une seconde de pub, Steinkiss, on se reposera plus tard pour la BD. Bien, avez-vous des questions ou des remarques, hein, ou des choses qui ne sont pas claires peut-être dans ce qu'on a dit? Oui. Une question sur le nombre d'adaptations. Est-ce que on commence à Attendez, je crois qu'il faut que vous enregistrez. Pardon. Alors je recommence. Je voulais savoir s'il y avait un nombre d'adaptations, de demandes d'adaptation qui était plus important, une demande des producteurs en tout cas vis-à-vis des auteurs de bandes dessinées et d'œuvres de bandes dessinées. Depuis quelques années, on peut, oui, je pense qu'il y a vraiment. Alors c'est un peu paradoxal, c'est un peu comme la bande dessinée qui adapte beaucoup de romans. Alors est-ce que c'est dû, j'ai pas la réponse, hein, est-ce que c'est dû à un manque de scénario original assez qualitatif, je sais pas, je me prononcerai pas là-dessus, mais il y a beaucoup d'adaptations et on a beaucoup de demandes qui, comme je dis tout à l'heure, qui aboutissent pas forcément, hein, mais on sent qu'il y a un appétit pour toutes les raisons qu'on a citées, hein, des producteurs plus jeunes, des gens qui se retournent vers la bande dessinée. En tout cas, en bande dessinée, moi j'ai pu constater depuis une longue carrière on a beaucoup plus. Avant, dans une maison à peu près, on va dire moyenne, je parle pas des grosses maisons d'édition, mais une maison d'édition moyenne de bande dessinée, elle avait quelques demandes dans l'année. Là maintenant, c'est plus quelques, c'est quand même plus que des dizaines en fait qu'il faut étudier, etc. Donc après, encore une fois, il n'y a pas une dizaine ou vingtaine qui aboutissent par an, c'est pas vrai. Hein. Mais il y en a beaucoup plus qu'avant. Du développement des plateformes, je pense. Donc il y a un besoin de contenu énorme, de plus ou moins bonne qualité, et donc c'est sûr qu'il y a un appel à création important. Après, tout n'aboutit pas, mais de toute façon, il y a une surproduction de tout. Hein. Il y a trop de BD, il y a trop de livres jeunesse, moi je trouve. Et il y a beaucoup trop de séries aussi à la télé, parce qu'on n'arrive pas tout à les voir. Bon. Donc il y a une espèce quand même d'engorgement, alors qu'en même temps c'est intéressant parce que du coup c'est vrai que pour les auteurs ça fait des revenus, etc. Mais en même temps c'est un peu une course en avant vers des choses pas nécessairement bien traitées, intéressantes, etc. Enfin, moi je suis plutôt sur. Tu parlais d'édition, en tout cas raisonné, éditeur raisonné, ça me va bien, quoi. Donc de même façon, voilà, est raisonnable. Mais après, c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité. C'est pour ça que ça aboutit. C'est pour ça que c'est des projets intéressants. Après, je me demande aussi, depuis quelques années, il y a une explosion aussi de sociétés de production qui commencent à s'intéresser de plus en plus à l'animation. Je me demande, est-ce que ça peut-être aussi ça a une incidence là-dedans? C'est plusieurs facteurs. Hein. Ça a bien été dit, effectivement. Il y a un plus grand nombre de demandes, pas seulement par les plateformes, mais même les films eux-mêmes. Il y a une rotation des films dans les cinémas qui est plus importante qu'auparavant. Donc il y a en gros plus de films qui sont produits. Il faut dire aussi une chose, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une augmentation du nombre de génies dans la population, mais en revanche, par exemple, pour parler des auteurs de bande dessinée, ils sont plus nombreux à faire un travail de plus en plus ambitieux, charpenté, travaillé, par rapport à ce qu'on pouvait connaître, par exemple, dans les années 80, où il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient publiés dans les journaux avec des récits plus courts. Là, ils se lancent dans des albums, dans d'autres types de récits. Je pense que l'influence de la bande dessinée, le fait que la bande dessinée soit internationalisée par le biais des rencontres comme ici, par exemple, des festivals, des éditeurs, de la curiosité des éditeurs, tout ça a énormément brassé et ça a amené aussi globalement le niveau général des récits par leur diversité, par leur richesse et par le talent des gens qui les font, ça les a amenés. Tout à l'heure, c'est intéressant, je trouve, ce parallèle entre le roman et la bande dessinée, parce qu'il n'y a pas très longtemps de ça, on ne pouvait pas considérer la bande dessinée comme un ouvrage suffisamment sérieux pour qu'on puisse commencer à parler de gros sous, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, je pense que franchement, ils sont côte à côte, et pas simplement parce que, même si c'est vrai, pas simplement parce que c'est plus rapide à lire, mais aussi parce que les livres sont très bons. Oui, mais en même temps, c'est marrant, parce que ça fait un peu écho là,
à ce qui s'est dit ce matin. Je n'étais pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, notamment sur la dimension évidemment visuelle, hein, parce que les écoles, il y a énormément d'écoles, il y a un développement des écoles de design colossal. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, quand vous recevez des projets, une qualité visuelle énorme par rapport à quelques années, c'est sûr, mais le parent pauvre reste vraiment le scénario. Et donc pour moi, c'est sûr que si la porte d'entrée au magasin, c'est la couverture et le feuilletage du livre, mais une bonne BD, c'est d'abord un bon scénario, quoi. Et je trouve que les scénarios, c'est vraiment le parent pauvre de la littérature du roman graphique, hein. Et c'est pas un hasard. Enfin moi, par exemple, j'ai cherché beaucoup d'adaptations parce que j'y trouve plus mon compte. Hein. Dans certains auteurs, je préfère aller chercher un bon auteur et faire travailler un jeune sur un bon texte, et quitte à ce qu'après, en livre 2 ou 3, il raconte sa propre histoire. Mais il n'y a pas d'école de scénario en France. Il n'y a pas ce truc à l'américaine où on leur apprend à écrire, à se poser la question. Et d'ailleurs, moi, je passe mon temps à avoir le frein à main parce qu'ils veulent tout de suite aller sur le dessin. Je dis, dessin, on s'en fout, tu y arriveras, mais fais d'abord une bonne histoire, sans me parler même de la qualité de dialogue, etc. Donc, tu as raison, il y a un niveau global qui a quand même progressé. Il n'empêche qu'il y a quand même une pénurie de bons scénaristes. Hein. Donc, je crois que dans certaines écoles, ils commencent maintenant à mettre des sections de scénario, mais c'est nouveau. Ça date de une année ou deux. Ils se sont rendus compte quand même que c'était quand même pas mal de promouvoir le scénario aussi. Hein. On m'a kidnappé et je donne 10 matinées dans une école comme ça. C'est pas superflu. Hein. Je vais devoir. C'est un beau mot de conclusion, peut-être. Il y a encore, on aurait pu pas forcément doubler la mise, mais il y avait beaucoup à dire en tout cas sur ce sujet. On a aussi beaucoup parlé, je vais dire ça peut-être en mot de conclusion parce que ça ouvre peut-être sur d'autres discussions. Dans la préparation, on avait aussi beaucoup parlé de ce qui a été évoqué au début du débat, c'est-à-dire de l'accompagnement des auteurs et de leur formation aussi des auteurs du livre pour aller pour être plus sensibilisés et mieux connaître le monde de l'audiovisuel, la question des droits, de ce qui est... C'est intéressant la question des plateformes parce qu'il faut expliquer pourquoi c'est important que le producteur puisse garder la main sur ces choix-là pour le financement de ce travail-là et pour le faire aboutir correctement. Donc il y a encore pas mal de choses à dire, mais en tout cas... je voudrais vous remercier parce que vous avez été vraiment d'abord généreux, ça nous a permis vraiment de regarder cette question de l'adaptation sous différents angles et c'était important parce que c'est la réalité de ce qu'on a trouvé quand on a débattu entre nous, donc merci de l'avoir restitué, merci pour votre écoute et puis on a mangé 2 minutes à nos successeurs. Voilà. Merci et bon festival.